Le traitement percutané de valvulopathie mitrale, j'entends l'insuffisance mitrale. Il est clair que le rétrécissement mitral, c'est surtout pas ici qu'on va vous apprendre des choses. Et la problématique est plus ou moins réglée. C'est un challenge qui est autrement plus complexe et difficile que ce dont vient nous parler Augusto. Alors, les chirurgiens disent que la valve aortique est une valve passive qui réagit à la pression. La valve mitrale, c'est un appareil valvulaire complexe qui a une vie et qui est actif. C'est par exemple une fermeture à haute pression, une ouverture à basse pression. C'est des muscles papillaires, c'est plus de 24 cordages, c'est des plans de valves qui peuvent varier. Donc c'est à la base un appareil qui est extrêmement complexe. Et l'approche percutanée, qui pour les chirurgiens peut paraître prétentieuse au départ, doit tenir compte de l'ensemble de ces éléments, et vous allez voir pourquoi sur une foultitude de nouveaux dispositifs. Seuls quelques-uns, pour l'instant, commencent à démontrer une certaine efficacité. Alors, donc, outre le fait que la valve mitrale est un appareil avec tous ses cordages, ses piliers, ses muscles papillaires, etc., la valve mitrale en elle-même, cette espèce de bouche botoxée, elle-même est décomposée, et les fuites qui peuvent être à 2P2, par exemple centrales, pourront être traitées de manière probablement beaucoup plus simple que des fuites excentrées ou des fuites impliquant des segments asymétriques. On divise globalement l'insuffisance mitrale en insuffisance mitrale dégénérative comparée à l'insuffisance mitrale fonctionnelle. L'insuffisance mitrale dégénérative, je crois qu'il y avait même en écho sur le prolapsus, etc. Il y a différentes formes d'insuffisance mitrale dégénérative. Et sur l'insuffisance mitrale fonctionnelle, on a l'habitude de dire qu'il ne s'agit pas d'une maladie de la valve mitrale, c'est une maladie qui a priori est ventriculaire. Puisque c'est les dysfonctions au niveau du ventricule, qu'elles soient ischémiques, avec la classique ischémie du pilier, ou des plaques akinétiques au niveau de l'insertion des piliers, etc. Ou alors tout simplement la dilatation du ventricule gauche qui dilate l'anneau et qui entraîne la fameuse IAM centrale. Il y a plusieurs années, et c'est ce qui a permis d'ailleurs, ce concept a permis de développer les voies percutanées, en particulier le TAVI, etc. Globalement, un tiers des patients qui ont un problème aortique ou mitral ne peuvent pas bénéficier de la chirurgie pour les raisons dont nous parlait tout à l'heure Augusto, c'est-à-dire qu'ils sont à très très haut risque chirurgical. Donc il y a pas mal de patients qui pourraient bénéficier, eux aussi, d'une approche moins invasive et percutanée pour ce qu'on peut appeler la réparation ou peut-être à l'avenir le remplacement valvulaire mitral par voie percutanée. Alors ça, c'est un catalogue de plus de 60 dispositifs qui ont été développés. Un grand nombre d'entre eux ont déjà été testés, certains abandonnés, et vous verrez ceux qui ont un petit astérix rouge ont déjà été utilisés dans des patients. Ceux qui ont un astérix jaune, ce sont ceux qui ont déjà le marquage CE. L'astérix vert, c'est le marquage FDA, l'approbation de la FDA. Et vous verrez qu'il n'y a que 4, en fait, parmi tous ces dispositifs, que 4 dispositifs qui ont le marquage CE. Chez les patients, il y a beaucoup de first in man, il y en a qui ont été abandonnés, etc., etc. Certains se font de manière tout à fait confidentielle en Amérique latine, etc., au Paraguay, au Venezuela. L'un des éléments majeurs qui est nécessaire à appréhender avant de parler du percutané mitral, c'est l'imagerie. Autant pour faire du TAVI, au début, on s'encombrait un peu d'imagerie. Maintenant, une scopie de bonne qualité, une graphie de bonne qualité, une équipe d'expérience, il n'y a pas de souci. Autant, il est quasiment impossible de faire du percutané mitral si on n'intègre pas une imagerie de qualité qui est le TO et l'écho 3D. Dans la formation pour la certification, par exemple pour le clip mitral, on a une certification qui nécessite un apprentissage de l'imagerie échographique, et donc on s'est mis tous avec nos collègues échographistes. Il faut pas, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que globalement l'échographiste a beaucoup plus d'importance pour un traitement interventionnel percutané mitral que le cardiologue interventionnel lui-même, puisque c'est la qualité des images qui va nous permettre de travailler. Donc il faut des équipements nécessaires, c'est-à-dire une échographie de qualité dédiée à la salle de cathé, un échographiste
ou 2 échographistes qui ont l'habitude de travailler en salle de cathé avec leurs partenaires, et les capacités de fusion d'images, etc., qui facilitent le confort des procédures qui, au départ, peuvent durer très très longtemps. Donc, c'est un travail d'équipe et qui implique un grand nombre de personnes, d'abord pour les indications et ensuite pour la réalisation du geste. Alors, l'outil qui est principalement maintenant documenté et qui permet d'être validé quasiment dans un certain nombre de situations, c'est le mitral clip dans les fuites mitrales. Alors, même si la chirurgie qui demeure le gold standard, à ce jour, le traitement médical était la seule option pour les patients inopérables. Le clip mitral, qui est tout simplement une version percutanée de l'intervention d'Ottavio Alfieri, qui consiste tout simplement à suturer la valve mitrale à un niveau qui est proche de son niveau du milieu pour réaliser un orifice mitral en 8 qui réduit la fuite centrale. Alors, c'est un cardiologue interventionnel qui a développé le clip mitral, il s'appelle Fred Senghor, et c'est un outil extrêmement complexe. Et d'ailleurs, moi, je suis tout à fait admiratif, moi qui ne suis pas bricoleur, pour les gens qui arrivent à... Et donc, la première étude, c'était une étude animale, elle a été publiée en 2003. Et 8 ans après, la première publication qui est Everest, et qui a permis au clip mitral d'obtenir les autorisations nécessaires. Alors, voilà l'outil. C'est un outil qui est relativement complexe, qui comprend d'une part une espèce de gaine de Mullis, un sheet qui est assez rigide, c'est du 24 French, qui va contenir le clip et qui va permettre sa délivrance au niveau de la mitrale. L'approche est fémorale, veineuse, transseptale. L'échographie est fondamentale. La bicavale, la short axe, la 4 cavités, la 5 cavités sont des vues qu'il faut bien connaître. Et j'avoue que moi, j'ai fini par m'intéresser à l'écho obligatoirement et à trouver ça tout à fait intéressant. La fluoroscopie, vous verrez pour le clip mitral, a aussi son importance, mais l'échographie demeure l'imagerie qui nous permet déjà au niveau du transseptal. Le transseptal commun qu'on utilise pour faire une dilatation mitrale ou même une fermeture d'auricule, l'importance du niveau où on pique le transseptal n'est pas majeure. Pour le clip mitral, qui est un outil extrêmement rigide, le transseptal doit être fait sous contrôle échographique. On recherche ce qu'on appelle le tenting, c'est-à-dire quand on pousse sur le septum. Et ce tenting, il doit être supérieur, postérieur et relativement supérieur. Pourquoi? Pour laisser la place au clip par rapport aux parois de l'oreillette gauche et pour pouvoir le manipuler et l'emmener vers la valve mitrale. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez un tenting sur la petite case de gauche. On doit mesurer la hauteur entre notre ponction septale et le plan des valves. Cette hauteur doit être de 3,5 à 4 cm. C'est la hauteur nécessaire pour avoir le confort suffisant pour pouvoir utiliser le clip et le manipuler sans danger. L'échographie 3D, l'intérêt, bon là vous voyez la ponction septale en 3D, ce n'est pas tant ça l'intérêt. L'échographie 3D a un intérêt majeur au moment où on veut larguer le clip pour voir la perpendicularirité sur une vue quasi chirurgicale en 3D, pour voir que notre clip est bien perpendiculaire au plan des valves. Donc là vous voyez la préparation du clip qui prend beaucoup de temps. Et on a deux systèmes. On a un système qui va faire bouger la gaine de Mullins, c'est-à-dire le gros cathéter, et un autre système qui, lui, manipule le clip lui-même. C'est un système qui engendre énormément de tension. Et on va voir que c'est une des difficultés au niveau de l'utilisation. Toutes ces tensions, on doit tout le temps en faisant ce qu'on appelle un straddling, c'est-à-dire les réduire, parce que c'est un système qui est très tendu. Vous voyez là, quand le clip arrive, comment on le manipule, et on le manipule en regardant quasi exclusivement l'échographie. Là, vous voyez le clip qui est au niveau des mitrales. Il est encore ouvert, et là, on est en LVOT. L'objectif étant de capturer les deux valves, de refermer le clip, de vérifier ensuite au Doppler que l'IM est nettement réduite avant de le fermer complètement. On le ferme d'abord à 20 degrés, on fait nos contrôles, et avant de le contrôler ensuite. Vous voyez comment on arrive à capturer, voilà, hop, le mouvement valvulaire est quasiment, la postérieure et l'antérieure sont toutes les deux prises sous le clip.
en contrôlant Doppler, il y a quasiment plus d'IM. La fluoroscopie va nous servir, donc vous voyez la gaine de Mullis qui est assez rigide, vous voyez le clip arriver. Là, le clip est dans le ventricule gauche, ouvert, évidemment. L'une des problématiques, c'est d'éviter, on l'ouvre souvent au-delà de 120 degrés pour éviter de choper un cordage, etc., et de le déchirer. Et on fait un retrait en essayant donc, sous échographie, de capturer les deux valves. Voilà le positionnement. Hop, on le retire. Là, on est en train de capturer les valves. On le ferme petit à petit. On contrôle en écho la réduction du mouvement des valves. On le ferme à 20 degrés. On fait nos contrôles échographiques. Est-ce que les deux feuillets sont bien enserrés dans le clip? Est-ce qu'il n'y a plus de fuite mitrale ou très très peu? Ensuite, on le largue et ensuite on retire l'ensemble du processus. Alors, parfois, on est obligé de mettre un deuxième clip sur des fuites un peu plus complexes, un peu plus larges, ou alors sur un positionnement pas tout à fait optimal du premier clip. On peut en mettre un second, ce qui est beaucoup plus facile à faire parce qu'on est déjà en place et que le deuxième clip, on va le mettre à côté du premier. Donc le cheminement est beaucoup plus rapide. La première procédure qu'on a faite a duré 5 heures. Et petit à petit, maintenant, les procédures durent entre 1 heure et quart, quand c'est un peu plus compliqué, 1 heure et demie. Et quand on termine notre procédure, c'est du 24 French ou du 25 French. On a trouvé un petit système, on nous a montré un petit système où on fait quasiment un point sur la veine fémorale, sur le cathéter, et en retirant le cathéter, ça ne saigne plus. Alors, qu'est-ce qui a validé le clip mitral? C'est essentiellement l'étude Everest 2, 279 patients qui étaient randomisés 2 sur 1 entre un groupe chirurgical de réparation ou de remplacement en fonction de l'état de la valve et du chirurgien, et le mitral clip. Et comme vous le voyez, sur 5 ans de recul, il n'y a pas de différence en termes de mortalité. Il n'y a pas de différence vraiment significative en termes de fuite mitrale. Il y a un peu plus de fuite mitrale dans les clips. Mais c'est surtout durant la première année où on a beaucoup plus de réintervention dans le groupe clip mitral versus le groupe chirurgical. Une fois la première année passée, où il y a beaucoup plus de réintervention, en sachant bien qu'il n'y a pas de différence de mortalité, on a même un peu plus de complications très tôt liées à la chirurgie. Une fois cette première année passée, que ce soit dans les IM dégénératives ou dans les IM fonctionnelles, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux techniques, c'est-à-dire le clip percutané et la chirurgie mitrale. Donc au départ, la quasi-majorité des cas qui ont été faits, c'était des IM dégénératives. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que la validation première du clip mitral, c'était dans les IM dégénératives, avec, vous voyez, une grosse proportion de dégénératives par rapport aux fonctionnels. Ça, c'est les données commerciales sur plus de 1600 patients. Et vous voyez que le succès d'implantation du clip, qui était aux environs de 75-77% sur les premières études, arrive à 97,7% à l'instant. Et que dès que les équipes ont une petite expérience, une expérience qui est, alors on dit qu'à partir du 10e, 15e clip, on a de moins en moins de complications et de moins en moins de fail procedure. La mortalité, elle est de 2,6 à l'hôpital et 5,5% à 30 jours, ce qui correspond un petit peu à la moyenne de ce qu'on voit. Et c'est surtout l'existence d'une fuite mitrale qui est recherchée. Moins de 2 sans chirurgie et en vie à 30 jours, 87%. Et moins de 1 sans chirurgie et en vie à 30 jours, 55% des patients, ce qui est pas mal. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, on est à quasiment beaucoup plus de 30 000 clips mitraux percutanés, mis beaucoup en Amérique du Nord, du Sud, et un peu en Europe, 2 pays arabes, je crois qu'il y a l'Égypte et le Koweït, je crois. Ce qui est assez étonnant, c'est que, alors que le clip mitral a été validé d'abord sur les IM dégénératifs, c'est que maintenant, quasiment 64% des clips qui sont implantés sont sur des insuffisances mitrales, pour une raison toute simple, c'est que techniquement, il est plus facile de traiter avec un clip mitral une insuffisance mitrale fonctionnelle qu'une insuffisance mitrale dégénérative. Sur le plan du résultat, vous voyez que globalement, on considère que le clip mitral est plus puissant dans les IM fonctionnels que dans les IM dégénératifs. C'est ce qui explique un peu
ce basculement des indications de ces dernières années. Comparé au traitement médical optimal, il n'y a pas de discussion. C'est supérieur au traitement médical dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Donc là, on ne se pose plus la question, c'est la comparaison à la chirurgie. Et au jour d'aujourd'hui, il y a 5 grands essais randomisés, dont 2 européens, un français, le Mitra Affaire, qui est à peu près quasiment à 90%, on est de recrutement. Donc c'est ces études randomisées qui vont, soit certaines sont comparées au traitement médical, la majorité à la chirurgie valvulaire mitrale, vont nous permettre probablement d'avoir une idée beaucoup plus précise sur les indications et le devenir de cette technique. Pour l'instant, les guidelines sont IM symptomatique primaire sévère chez des gens inopérables ayant une espérance de vie supérieure à 1 an. C'est une recommandation de classe 2B avec un niveau d'évidence C. Même chose pour la fuite mitrale secondaire. Ça, c'est ce qui apparaît en Europe, 77% de fonctionnels, 23%. Voilà, donc le clip mitral, c'est probablement quelque chose qui va devenir l'une des possibilités chez les patients inopérables au jour d'aujourd'hui, probablement à haut risque un peu plus tard. En France, il y a déjà, je crois, pratiquement une trentaine de centres qui commencent à mettre du clip mitral. Les autres techniques, que ce soit l'annuloplastie percutanée, le remplacement de cordage percutané, ou quasiment le remplacement valvulaire mitral ou la valve mitrale percutanée. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le nombre incroyable, et ça c'est un signe, quand les industriels investissent autant dans une technique, c'est qu'ils sentent qu'il y a un réel marché et de réelles chances de succès. Alors pour rassurer les chirurgiens, tout ce qui est annuloplastie, etc., on connaît les limites du percutané. D'une part, le sinus n'entoure pas complètement la valve mitrale, donc quelle que soit l'annuloplastie faite par le sinus, elle ne sera jamais circonférentielle et complète. Deuxièmement, les difficultés anatomiques, on les sait, c'est-à-dire le plan du sinus et celui de la valve mitrale ne sont pas toujours sur le même plan, ils sont même régulièrement relativement décalés, et c'est probablement l'une des limites majeures de l'annuloplastie sur les sinus. Alors il y a un certain nombre là d'outils. Celui qui est à ce jour le plus utilisé, c'est le carillon, c'est celui que je connais le mieux. Il y a le cardioband, il y a l'arto, et donc il y en a 3 là qui ont le marquage CE, et il y a le mitral ligne. Et sur les implantations de néocordage, c'est le néocorde qui a le marquage CE, l'Harpoon et le Babic ne l'ont pas encore. Cette diapo pour illustrer les difficultés avec un système qui a disparu, qui est le Monarch. Sur 50 patients, il y avait 15 compressions de circonflexe. Sur ces 15 compressions, c'était des compressions liées soit au stent d'ancrage, soit à la ligne qu'on utilise pour rétrécir le sinus elle-même. Donc, il y a des problématiques anatomiques qui sont réelles. Et donc, outre la nécessité d'utiliser l'écho, etc., dans les procédures, on a besoin d'une bonne assertion par le scanner, déjà du sinus lui-même, des rapports anatomiques de la mitrale, etc., et surtout des rapports anatomiques par rapport à l'artère circonflexe. Alors, on en est où? 500 patients sur le carillon, le cardioband 100 patients, le mitraline 80 patients, vous voyez c'est encore confidentiel, mais c'est le carillon qui semble avoir le plus d'avenir pour des tas de raisons. D'abord, c'est la simplicité de l'outil lui-même, avec 2 types d'ancrage, l'un dans le sinus, l'autre dans la grande veine cardiaque, et la possibilité de régler ensuite la distension et donc de régler la dimension qu'on veut donner à l'anneau à travers le sinus. La facilité d'utilisation, c'est un abord jugulaire. C'est vraiment relativement simple à mettre. C'est des procédures qui durent moins d'1 heure. Et les résultats préliminaires, il y a une étude qui est en cours avec 36% de patients qui sont enrôlés en mai 2016, c'est Reduce FMR. Mais déjà, on a une idée sur son efficacité. Ça semble réduire le volume régurgitant de 45%, la taille de la vena contracta de 35% et l'anneau de 27%. Donc on est pas mal avec 80% de patients qui sont en classe 1 de la NYHA, etc. Ce qui est intéressant dans ce type de système, c'est que ça ne gêne en rien soit une chirurgie derrière ou l'utilisation d'un mitral clip derrière, par exemple, ou associé à une resynchronisation chez certains patients. Très vite, je passe sur le cardioband, qui est quasiment ça ressemble beaucoup plus à ce que font les chirurgiens, c'est une supraannulaire fixation, avec des résultats sur les premiers patients qui semblent encourageants.
Le mitral ligne, un peu plus complexe, qui lui aussi sur quelques malades. Alors un autre système qui s'appelle l'Arto, qui est assez rigolo, parce que là on prend comme ancrage le septum interauriculaire et le sinus. Et ensuite on va, avec deux espèces de... ça ressemble à ce qui est utilisé pour faire fermer les CIA, etc. Et ensuite on va réduire donc la distance entre le septum et le sinus pour réduire la taille de l'anneau. Alors évidemment, avec tout ça, on peut utiliser, il nous en parlera Gamara, on peut associer à ces gestes-là une fermeture d'auricule, une ablation de FA, etc. Alors l'implantation des cordages pour l'instant ne se fait que par voie apicale. Donc voilà pour les systèmes d'annuloplastie, donc le carillon, mais ça reste encore des systèmes à valider, on est loin de la réalité de tous les jours. La valve mitrale, là aussi, beaucoup plus complexe. Hein. Le positionnement, on est en général en tranche. Je parle du percutané pur, hein, pas de l'apicale. La fixation, c'est-à-dire comment ancrer une valve en dehors de gros blocs calcaires, etc. Comment ne pas créer de gradient sur la chambre d'éjection, ce qui arrive fréquemment, c'est-à-dire quand on met une valve en position mitrale, si elle est positionnée et qu'elle crée un gradient, c'est assez gênant. La thrombogénicité, on est sur la mitrale, on n'est pas sur l'aorte. La durabilité, évidemment. Voilà des exemples. On a commencé par mettre des valves dans les valves. Ça paraît le plus simple et c'est pas mal. Et des valves dans des anneaux, sur des annuloplasties chirurgicales. Donc là, en termes de positionnement, on est beaucoup plus aidé. Et pour l'instant, tous les cas qui ont été faits ainsi se passent globalement bien. Mais on commence à imaginer qu'on peut mettre des valves directement sur la mitrale native quand elle est très calcifiée. Ça permet l'ancrage. C'est essentiellement la Sapiens. Et il y a des cas comme ça, isolés, qui sont reportés et qui ne fonctionnent pas trop mal. Il y a une série de 63 malades, je crois, 63 malades, qui a été publiée récemment, avec beaucoup de valves Sapiens, avec pas mal transapicales, mais de plus en plus de transseptales. Un taux de succès de 75%, mais deuxième valve nécessaire dans 12%, et surtout, obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche, 10,5%. Donc c'est encore à contrôler. Il est évident que quand on fait ce type de procédure, plus on en fait et moins on a de complications. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est cette tendance qu'on a à pouvoir régler un certain nombre de problèmes sur le champ, c'est-à-dire on met une valve, on crée une obstruction, on va faire une alcoolisation septale, et après on dit que le malade va bien, mais ça permet au moins au départ de se constituer son expérience sur les valves. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Hein. Le scanner jouera un rôle probablement très important dans les indications sur les capacités d'ancrage de la valve, sur les éléments prédicteurs d'obstruction quand on met une valve, etc. Donc tout ça est à l'étude. Et il y a une étude qui, aux États-Unis, a démarré, qui s'appelle The Mitral Trial, c'est-à-dire, et qui va toucher 3 volets. Le premier, c'est les valves très calcifiées, c'est le MAC. Les valves sur anneau, dont on a parlé, qui, je pense, se passeraient sans trop de soucis, et le valve-in-valve sur les dégénérescences de bioprothèses. Alors, il y en a beaucoup des valves, hein. Elles sont en général bovines ou porcines. Donc, plus de 70 dispositifs ont été développés devant le caractère multidimensionnel de la pathologie mitrale. Seul le clip mitral possède à ce jour une validation solide et une utilisation en progrès constant. 4 autres dispositifs ont le marquage CE, ce sont essentiellement des dispositifs d'annuloplastie percutanée et un d'implantation de néocordage. La majorité a été ce jour utilisée chez de petits patients. Everest 2 et de multiples registres ont déjà solidement positionné le clip mitral. Les études en cours affinent les indications sur les dégénératives et sur les fonctionnelles. Donc le reste, c'est des options thérapeutiques prometteuses, mais on en est encore au balbutiement. Je vous remercie. Parfois, c'est-à-dire on finit par l'énerver, parce que c'est vrai, nous, on trépigne en attendant d'avoir une image qui est... mais elle fait ce qu'elle peut avec son ETO, en attendant d'avoir une belle image. Si nous, on hausse un peu le ton, on la perturbe, etc. Il est fondamental. D'ailleurs, on a été tous ensemble refaire la formation pour apprendre à parler le même langage, pour savoir que ce n'est pas vexant que ce soit nous qui demandions la coupe, et que si on n'a pas une bonne coupe, on dit, écoute, non, celle-là, ça ne me satisfait pas, fais-moi autre chose, etc. Mais honnêtement, hein, quand je regarde le déroulement, par exemple, d'une procédure de clip mitral, c'est beaucoup plus compliqué pour les échographistes de nous garder la bonne coupe pendant qu'on bosse, etc., que pour nous.
Sauf que nous, bon, on est proctoré, on a le temps, c'est un système qui est compliqué, mais à deux, on arrive facilement à le gérer. Ils sont en train de le développer pour réduire les tensions et pour qu'un seul opérateur puisse l'utiliser. Ce qui est assez rigolo quand on regarde les séries de clips, très peu de complications. Pourtant, c'est un outil, il y a très peu de complications. Et quand on s'est posé la question pourquoi il y a très peu de complications, les gens qui en font énormément, c'est l'imagerie. Quand tu avances avec une imagerie de qualité, eh bien, les complications sont très rares. On a très peu de tamponnade, de suffusion. Alors que quand tu regardes une simple dilatation mitrale, peut conduire. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait quasiment à l'aveugle sur l'expérience, etc. Donc l'imagerie est un élément, on ne peut pas se lancer dans ça si on n'a pas une qualité d'imagerie et une équipe avec un échographiste qui est vraiment la pierre angulaire de... D'ailleurs, ce qui est important, c'est que pour une fois, moi je n'ai jamais connu ça depuis 30 ans qu'on fait ça, on va faire nos formations ensemble avec les échographistes. Là, il y a une question qui a été posée à travers le réseau Internet. Quelle est l'indication idéale et privilégiée pour le clip percutané par rapport à la chirurgie? Ce qui est validé au jour d'aujourd'hui, c'est patients inopérables, ayant une insuffisance mitrale importante, ayant une espérance de vie de plus d'1 an, parce que ça ne sert à rien d'aller... et chez lequel un traitement médical optimal et, quand il s'agit de cardiopathie ischémique, une resynchronisation faite depuis déjà au moins 3 mois n'ont pas donné de résultats cliniques satisfaisants. Donc c'est les malades, en fait, pour l'instant, on ne fait que les malades qui sont en bout de course de la fuite mitrale. Je pense là... Quel est l'intérêt d'exiger l'échocardiographie tridimensionnelle pour le placement de clips? Parce qu'avec bidimensionnel et l'écho et la scopie, comme vous avez montré, on peut bien placer. Pourquoi tridimensionnel? Il y a un seul élément qui, pour l'instant, laisse la nécessité d'avoir le 3D. On n'arrive pas encore, que ce soit en 2D ou on commence à avoir quelques petites astuces en scopie. Mais en 2D, on n'y arrive pas. La perpendicularité par rapport à l'axe des valves. Impossible d'en être sûr en 2D, puisqu'il suffit que l'axe de l'écho soit légèrement décalé, alors qu'on a une vue chirurgicale à travers l'oreillette gauche avec le 3D, et là, on est quasiment sûr de la perpendiculaire. Mais je pense qu'à l'avenir, c'est toujours comme ça. On va apprendre de l'écho 3D, on va probablement l'appliquer à la scopie et aussi à l'écho 2D. Mais pour l'instant, honnêtement, c'est nécessaire. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse s'en passer. Là, on est pris par le temps. Là, on remercie Dr Bourg-Alain pour la qualité de l'exposé qui était excellente. On passe à la prochaine.